Il faut savoir qu'en France, on est vraiment au paradis du produit structuré. On a pendant de nombreuses années eu notamment la Société Générale qui a été leader sur le domaine des dérivés. Alors je pense qu'on n'a jamais parlé des produits structurés. Et du coup, on va peut-être prendre quelques minutes pour parler de ce sujet. Je me retrousse les manches parce que c'est pas un sujet qui est non plus évident. J'ai un ami qui dirait c'est pas compliqué, enfin c'est pas complexe, mais c'est compliqué. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène dans la vie d'un consultant numérique. C'est parti. Notre consultant numérique, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, tiens, qu'est-ce que c'est un consultant numérique? Consultant dans le numérique peut-être? Consultant en transformation numérique, donc j'imagine que ça doit être ça. En tout cas, c'est des gens qui accompagnent les entreprises dans leur transformation vers le digital. La plupart des grands groupes sont quand même un peu à la ramasse sur ça. Donc, patrimoine brut et net, 69 000 €, donc pas d'emprunt pour ce consultant. On a 26 000 € d'actions, donc plutôt envie de prendre du risque. Ça fait 38%. On a beaucoup d'autres actifs, donc ça déjà ça me surprend. Pas mal de cash sur des livrets, 8 000 €, 13%. De la crypto, 7%. Un peu d'immobilier, 7%, donc ça doit être de la SCPI, clairement. Ou alors il vient d'acheter un bien immobilier vraiment là très récemment, et c'est le net. Et après une autre catégorie, probablement les livrets. Alors, profil célibataire, 33 ans, pas d'enfant. Consultant numérique à mon compte, bravo, les entrepreneurs, c'est vraiment... j'admire, je tire mon chapeau à tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille de leur entreprise. C'est un risque énorme, mais c'est aussi un jeu qui en vaut la chandelle à mon avis, donc lancez-vous. Salaire de 5 000 € avant impôt, alors 965 € par mois avant éventuelle réduction fiscale, exemple PER. Alors là, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas toutes les informations, mais est-ce que ça veut dire qu'il se verse 5 000 € de salaire? Est-ce qu'il inclut aussi des dividendes? Faut savoir que quand on a une entreprise, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir écraser les rentrées d'argent, les revenus avec des dépenses, plutôt que de se verser du salaire. Donc concrètement, on peut passer pas mal de choses sur l'entreprise. Alors demandez à votre comptable pour avoir les détails. Mais typiquement, sachez que si vous travaillez de la maison, vous pouvez passer une partie de votre loyer au prorata de la surface utilisée en charge et donc baisser votre résultat fiscal d'une part, et éviter de vous verser un salaire sur lequel vous allez payer des charges, notamment tout ce qui est l'URSSAF, et ça fait assez mal. Donc ça peut être intéressant d'optimiser ça, demande à ton comptable de voir comment tu peux travailler sur ça. Objectif, générer un revenu passif de 3 000 € par mois le plus rapidement possible et constituer un patrimoine solide et diversifié de sorte à ne pas dépendre du système de retraite pour vivre bien jusqu'au bout. Ça, c'est un bon état d'esprit. C'est important, je pense, de vivre aussi maintenant bien. Je vois souvent des gens qui me disent « mais moi, j'ai un taux d'épargne de 60%, c'est-à-dire que j'épargne 60% de ce que je gagne après impôt ». Alors oui, pourquoi pas, si vous y arrivez, génial. Mais si vous vous privez maintenant, il faut aussi mettre dans la balance ce que vous y gagnez. Donc si vous vous privez maintenant pour un résultat incertain dans le futur, ça vaut peut-être pas le coup. Donc il faut quand même trouver un bon équilibre. Investir, oui, mais pas non plus se priver maintenant. Parce que quand on a 60 ans, ça ne sert à rien d'être super riche si on n'a plus les moyens physiques, par exemple, de faire ce qu'on aime. Le cash flow, on va regarder tout ça. Je vous rappelle que le cash flow, maintenant, vous l'avez aussi directement dans Finari sur la version web. Donc, vous pouvez aller voir dans la partie budget et vous verrez, c'est magique. Toi, tu nous l'as envoyé comme ça. Donc, on voit le salaire. Il y a une quote-part de loyer. OK. Donc, il y a peut-être c'est probablement... Alors, on va voir si c'est du bien locatif ou de la SCPI. On regardera. En face, qu'est-ce qui sort? Il y a des investissements mensuels, donc on est sur un taux d'épargne très, très sympa, 25%. C'est clairement dans la moyenne haute. Ce qu'on voit sur Finari, c'est en moyenne entre 20 et 25%. Il y a des exemples extrêmes, mais bon, c'est vraiment un très bon référentiel. On voit qu'il y a du loyer assez classique, ça dépend de où il vit évidemment. Beaucoup plus cher de vivre à Paris ou dans une grande ville que dans une petite ville. On est sur quelqu'un qui se fait plutôt plaisir, 1 800 € par mois dans la vie quotidienne. On voit notamment 370 € dans les divertissements, pas mal d'argent dans le shopping. Alors on voit que c'est quelqu'un qui aime a priori acheter des choses, qui aime aller chez le coiffeur et qui aime la moto. Peut-être qu'il aime acheter des casques ou de l'équipement de moto, ça coûte cher. Mais voilà, il se fait plaisir clairement et c'est normal, il a quand même un revenu très conséquent avec ses rentrées d'argent. Donc plutôt sur un bon vivant avec un bon taux d'épargne. Ok. J'envisage d'investir 1 500 € par mois sur ces différents supports. Là, ça m'intéresse. Principalement le PEA sur des ETF à dividendes en appliquant la méthode DCA. Alors, on va regarder ce que tu as après. Des produits structurés à fort rendement sur mon assurance vie. Alors, je pense qu'on n'a jamais parlé des produits structurés. Et du coup, on va peut-être prendre quelques minutes pour parler de ce sujet. Je me retrousse les manches parce que c'est pas un sujet qui est non plus évident. J'ai
J'ai un ami qui dirait c'est pas compliqué, enfin c'est pas complexe, mais c'est compliqué. Donc vous allez voir qu'il y a plein de petits détails, mais en tout cas je vais vous expliquer ça. Un peu sur le compte titre pour acheter américain et faire principalement du stock picking, bah oui. Parce que acheter des actions américaines sur un PEA, c'est pas possible. Alors on peut le faire dans une assurance vie, mais il y a des frais associés à l'enveloppe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les frais, je vous mets le lien ici. Franchement, si vous ne connaissez pas le sujet, allez la voir parce que vraiment, vous allez économiser beaucoup d'argent. C'est indispensable de comprendre ce sujet et de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et donc lui, il décide d'utiliser le compte titre qui a une bonne enveloppe en fait. Même si on paye la flat tax, 30%, ça reste une très bonne enveloppe. Faut savoir qu'il y a peu de gens qui le savent, en tout cas j'ai l'impression que peu de gens le savent. Mais le compte titre, lorsqu'on le transmet, lorsqu'on fait une succession, on le transmet à ses héritiers. Alors toi, tu n'y es pas du tout encore, mais sachez qu'on annule la plus-value dans le compte titre et donc les héritiers repartent à zéro. Donc concrètement, vous transmettez sans payer d'impôt sur la plus-value. Donc c'est quand même admirable. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant, même pour les personnes qui sont un peu plus âgées et qui veulent transmettre leur patrimoine. On parle tout le temps de l'assurance vie, mais en fait le compte titre c'est aussi super intéressant. Remplir le LEP pour bénéficier du taux à 6%. Alors bon, le LEP, pour ceux qui ne connaissent pas, à regarder d'urgence, c'est vraiment hyper intéressant. C'est, on va dire que c'est le banger parmi les livrets, c'est le meilleur. C'est 6% en ce moment de taux. On va regarder, je vérifie quand même quelle est la rémunération du LEP. 6%, on peut regarder les anciens taux. Alors ça a toujours été assez élevé, on voit que ça a été un peu plus élevé. Concrètement, c'est un livret qui vise à annuler l'effet de l'inflation. Donc là, on a un peu moins de 6% quand même, donc c'est clairement une bonne affaire. Aujourd'hui, vous gagnez plus que l'inflation avec un risque de 0 puisque c'est l'État qui garantit tout ça. Voilà, quel est le montant maximum? Alors c'est 10 000 €, c'est pas énorme si on a un patrimoine un peu plus important, mais surtout, qui peut en ouvrir? Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a pas mal de conditions et en fait, il faut avoir un revenu inférieur au plafond. Et donc là, on voit que cette personne-là a quand même un revenu largement supérieur au plafond de 22 000 €, vu qu'il est célibataire, il n'a qu'une part. En fait, il peut le garder, puisque ce qu'on va regarder, c'est le revenu à N-2. Donc, il peut encore garder le LEP qui sera automatiquement clôturé d'ici, alors je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé à toucher cette somme, mais ça va être clôturé probablement sous 1 à 2 ans. Mais en attendant, tu peux tout à fait l'utiliser et tu peux surtout venir encaisser les intérêts. Donc, on va regarder s'il est blindé, ce livret, parce que ça, c'est intéressant et c'est intéressant de mettre tout le matelas de sécurité dessus. Ça ne sert à rien d'avoir livret A, LEP, etc. On parle tout le temps de diversification. Là, autant mettre tout sur le livret qui rapporte le plus. De toute façon, les deux sont équivalents en termes de sécurité. Utiliser le livret A LDDS pour en cas de coup dur. Alors moi je ferais du coup l'inverse, mais je mettrais tout sur le LEP, sauf si tu as encore évidemment du surplus, là tu peux mettre sur le livret A. Je m'intéresse aussi à l'immobilier dans l'objectif d'acquérir ma résidence principale, mais je ne sais pas encore où et jusqu'à présent c'est pas forcément possible à cause de mon statut de freelance. Et oui, ça c'est vraiment, alors tout à l'heure je vous ai donné l'avantage du statut de freelance ou d'entrepreneur, à savoir on peut venir écraser les charges, on a vraiment une société, donc on peut faire beaucoup plus de choses comptablement parlant, alors que quand on touche un salaire, on se fait un peu ratatiner par les impôts. Maintenant, le désavantage, c'est que on cotise pas au chômage, on cotise pas à plein de choses, et on n'a pas, notamment, on a beaucoup plus de mal en tout cas à avoir un emprunt, puisque les banques n'aiment pas les entrepreneurs. Voilà, on va se le dire clairement. D'ailleurs, si des banquiers aiment les entrepreneurs, qui me contactent? Parce que franchement, je ne comprends pas ça. Les entrepreneurs créent la richesse, ils prennent tous les risques. Ils ont des salariés souvent. Et on est dans un paradoxe quand même en France qui est hallucinant, où un entrepreneur qui a des salariés, ces salariés vont pouvoir prendre un emprunt parce qu'ils sont en CDI, l'entrepreneur ne va pas pouvoir le faire. Et je vous parle en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai 30 salariés chez Finari. Donc on est vraiment dans un monde de fous, on marche sur la tête. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas tout avoir. Du coup, la question, est-ce que ma stratégie est bonne? Quelles optimisations puis-je faire? Merci pour ce que tu fais, avec plaisir. On va voir tout ça. Patrimoine, 69 000 €, ça on connaît déjà. On va tout de suite aller voir ton portefeuille. Il y a pas mal de choses qui m'interpellent. Alors, actions et fonds, qu'est-ce que tu as ici? Alors, on voit déjà un PEA, très bien. Plusieurs ETF. Alors, tu as parlé d'ETF dividendes. C'est vrai que là, je ne vois pas. Alors, si, il y en a un. Il y a le Lyxor Stocks Europe Select Dividende 30. DIST. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce DIST? Ça veut dire qu'en fait, le dividende est distribué. Moi, j'aime pas trop les ETF distribuants, surtout sur une enveloppe comme le PEA, qui a vocation à vraiment on n'a pas vocation à retirer les fonds, on a plutôt vocation à les laisser dedans pour générer des intérêts composés. Là, on voit qu'ici, tu as un ETF AC, donc accumulating, capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes vont être réinvestis dans la valeur de la part. Donc, en gros, ça va produire les intérêts composés de façon automatique. Sur un compte titre, ça peut être intéressant aussi d'avoir des ETF AC,
capitalisant, puisque ça évite de se faire verser de dividendes et donc de passer par la case fiscalité. Sur une assurance vie, vu qu'il y a la fiscalité à l'intérieur de l'enveloppe, il n'y en a pas, c'est pas très important non plus. En tout cas, tu as un ETF dividende, on va aller le voir, puisque celui-là, j'avoue que je ne le connais pas. Encore une fois, j'ai pris l'ISIN, vous l'avez vu, là, LU, ça veut dire Luxembourg, et donc ensuite on peut aller voir ce qui se passe dans cet ETF en particulier. Moi, ce que j'aime bien regarder, alors il y a plusieurs choses évidemment, j'aime bien regarder l'encours, on voit 167 millions, c'est un petit ETF, mais bon, voilà, si l'encours est vraiment petit, en dessous de 10 millions, je vous déconseille quand même d'y aller. Moi, j'aime bien les ETF qui ont plus de 100 millions, parce que ça veut dire qu'il y a de la liquidité et qu'il n'y a pas un risque de fermeture, surtout parce que le gestionnaire ou l'émetteur n'y gagne pas assez. On voit qu'il y a des frais de gestion, 0,30%. Et on voit surtout, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et donc là, on voit ici les 10 principales lignes. Et donc là, c'est des entreprises que je ne connais pas. Si je connais Rio Tinto, Glencore aussi, Crédit Agricole, évidemment, bien de chez nous, ça. Et donc, on voit que c'est des sociétés en fait, qui ont été sélectionnées. Ici, il nous l'indique. C'est un indice qui va prendre des sociétés qui offrent les taux de dividendes nets les plus élevés de leur pays. Donc ça, c'est vraiment intéressant si on veut accès dividendes. Je le dis tout le temps, alors je pense que je l'ai dit dans toutes les vidéos, si vous prenez un ETF S&P 500, ce que d'ailleurs tu as fait ici, vous avez aussi en fait un ETF dividende. C'est juste qu'on ne va pas faire de sélection spécifique de titres qui versent beaucoup de dividendes, mais à l'intérieur, vous avez du Apple, vous avez du Coca, vous avez d'autres choses, toutes ces boîtes versent du dividende, donc de facto, vous allez toucher un dividende, mais il sera moins élevé. Et d'ailleurs, on voit ici la projection de tes dividendes, donc on voit que c'est pas mal, 92 €. Bon, sur l'année, ça reste encore assez modeste. Si tu veux vraiment booster ça, il va falloir prendre effectivement des ETF ou des sociétés qui versent beaucoup plus de dividendes. Il faut savoir que là, c'est sous-estimé parce qu'en plus, tu as des ETF capitalisants, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc eux, évidemment, c'est une très grosse position pour toi, 7 000 €. Celui-là, je pense aussi, si c'est le CW8 auquel je pense, qu'il est aussi capitalisant. Et donc, on ne calcule pas le rendement théorique de dividendes, enfin le versement théorique, le rendement théorique de dividendes de ces ETF capitalisants. Donc voilà, on sous-estime ici. Ici, c'est que les dividendes qui sont effectivement versés sur le compte en question. Tu as aussi une assurance vie et tu nous as dit que tu avais fait un produit structuré, donc on va aller le voir. Ici, par contre, il y a quelque chose qui me chagrine. On voit que tu as une assurance vie chez Suravenir et donc là, alors je vais aller voir les frais. Et là, je te le donne dans le mille, c'est tout rouge. Boum, 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 tout est rouge. C'est simple. Le Edmond Rothschild, le Pictet Digital, etc. Et en fait, là, tu es sur des fonds actifs où concrètement, tu payes généralement 10, 20 fois plus cher que l'ETF équivalent. Je rappelle que la gestion active sous-performe la gestion passive de façon structurelle. Il y a l'étude Spiva que je vous mets dans les commentaires qui le démontre année après année après année sur toutes les zones géographiques, tous les secteurs, tous les types de fonds. Donc, c'est vraiment une cata, c'est un bain de sang. Ne faites pas de gestion active, sauf si vous avez une conviction très forte, par exemple, comme William Higgins, qui, lui, bat le marché des small caps depuis plus de 30 ans. Je l'avais déjà reçu en Finarito. Je vais vous mettre le lien ici parce que franchement, je pense que c'est mon talk préféré. William Higgins, c'est quelqu'un d'incroyable. Il fait 13% par an depuis 30 ans. Voilà, tout simplement. Je pose ça là. Là, ça peut être intéressant parce que c'est vraiment un expert dans une niche. Maintenant, sur des marchés beaucoup plus larges, je ne pense pas que ça vaille le coup. On voit d'ailleurs que tu as des frais aussi ici. Aussi à regarder, par contre, on voit que ton PEA, il est parfait parce que il y a très peu de frais et en plus, tu ne payes pas de frais d'enveloppe. En tout cas, ça, c'est vraiment très intéressant. Le deuxième instrument dont tu nous as parlé, c'est les produits structurés. Ça, c'est vrai que c'est assez rare sur Finari. Donc, qu'est-ce que c'est ? Schématiquement, c'est un produit financier complexe, il faut bien le dire, c'est complexe, un instrument qui va permettre de s'exposer au marché action dans ton cas et d'optimiser le couple risque-rendement. Donc concrètement, on peut espérer générer plus de rendement en prenant moins de risques puisqu'on aura une composante de protection du capital. Et donc si je regarde très concrètement le produit que tu as ici qui s'appelle Fréquence Opportunité Transatlantique 2023 émis par Citigroup, on va voir que ce produit, en fait, la valeur du produit va dépendre d'un indice. Donc déjà, ça c'est hyper important dans ce qu'on appelle les produits structurés ou les fonds à tiroir. La performance, elle dépend d'un sous-jacent. Et donc ici, le sous-jacent, c'est le S&P Transatlantique 100 Net Zero 2050 Paris Aligned ESG Select 50 Point Decrement Euro TR. Alors ça fait beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout simplement un indice comme le MSCI World. Du coup, je suis allé voir quand même ce qu'il y avait dans cet indice parce que j'avoue que je ne le connaissais pas.
Et on retrouve ici la stratégie d'investissement, comme d'habitude. Hein. Dès que vous achetez un produit financier, il y a une obligation d'avoir un document d'information, un DIC, donc vous trouverez toujours les informations sur le site de l'émetteur. Et donc on voit ici qu'il y a effectivement 100 titres, le portefeuille, et on voit que les plus gros titres, ça va être des sociétés que je ne connaissais pas. Alors Intel, évidemment, c'est assez connu, Autodesk aussi, c'est assez connu, mais sinon c'est tout un tas de sociétés qui vont accélérer ou faciliter la transition vers ce qu'on appelle le net zéro, en tout cas le fait de ne plus émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc de limiter le réchauffement climatique. On est sur une répartition 50% États-Unis, 50% Europe, d'où l'idée du transatlantique. Et on voit, et ça c'est assez intéressant, que la performance de cet indice sur 10 ans, elle est quand même pas terrible. On est sur 4,36 par an. Donc, si on compare ça avec la performance annualisée du S&P 500, on voit que là, on est à 12%. Donc on est quand même assez loin de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ce produit structuré? Il nous dit qu'en fait, c'est un produit auto-call, c'est-à-dire qu'en fait, il peut être rappelé à tout moment. Et donc là, il y a 2 scénarios. Et donc clairement, toi, tu as envie d'être dans le premier scénario, c'est-à-dire que c'est un remboursement anticipé. Tous les jours, l'émetteur va regarder le cours de l'indice de référence. Et donc ici, on voit si l'indice de clôture est supérieur ou égal à son niveau initial. Le niveau initial, il a été fixé en mars 2023. Et donc, si le niveau de l'indice est supérieur à ce niveau initial, c'est une information qui est vérifiée tous les jours, le produit est remboursé automatiquement, de façon anticipée. Et donc, qu'est-ce que va gagner l'investisseur? Il va récupérer son capital. Donc ici, toi, tu as placé, on rappelle, 19 710 €. Donc tu récupères 19 710 € et tu récupères 0,02446% par jour calendaire écoulé depuis la date de constatation initiale, donc le 31 mars 2023. Ça fait à peu près un taux de 9% par an. Donc c'est évidemment intéressant. Donc concrètement, le scénario idéal, c'est, toi tu nous as dit que tu avais investi assez récemment. Le prix de constatation initiale, il a été fait au 31 mars. Le premier jour où le produit va devenir actif, ici on voit que c'est à partir du 28 mars 2024. C'est le premier jour où tu te fais rappeler. Et donc là, tu auras touché 9% et tu auras eu ta fameuse barrière de protection du capital. Donc ça, c'est le premier scénario qui est évidemment l'idéal. Tu te fais rappeler la première année, donc c'est génial. C'est ce que je vous affiche ici. En fait, c'est le scénario vert. Maintenant, 3 autres scénarios qui sont possibles. Si on se fait rembourser à l'échéance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 3 cas. Il y a le cas favorable, en fait. L'indice clôture à un niveau supérieur ou égal à 80% de son niveau initial. Donc concrètement, si l'indice il était à 100 en mars 2023 et qu'il est à 85, eh bien on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va toucher l'intégralité du capital, alors que si on avait investi directement dans l'indice, évidemment, on aurait perdu 15%. Et on va en plus toucher un coupon. Et en fait, le coupon, il a été mis en mémoire chaque fois, à chaque date de constatation. Vu qu'on n'a jamais atteint la condition du remboursement anticipé, de l'autocall, on va le verser à ce moment-là. Donc ça, c'est le scénario favorable à l'échéance. Le scénario médian, c'est quoi? Eh bien, c'est entre moins 20% et moins 50% de performance sur cet indice. C'est là qu'on voit vraiment la force du produit structuré. Si j'avais investi directement dans cet indice, notre fameux S&P transatlantique, j'aurais tout simplement pris par exemple une performance de jusqu'à moins 50% à ce moment-là. Vu que toi, tu as investi via un produit structuré, à l'échéance, on va te rembourser le capital ou l'émetteur va te rembourser ton capital. Donc tu as une protection du capital. Ton capital est protégé, il n'est pas garanti. Maintenant, c'est ça qui est important à comprendre, c'est quoi le cas défavorable? C'est si l'indice clôture à un niveau strictement inférieur à 50% de son niveau initial, c'est-à-dire que concrètement, si l'indice n'a jamais dépassé le prix de constatation initial, qui est donc 200, et qu'il est à moins 50%, à plus de moins 50%, l'investisseur va encaisser la perte comme tous les autres investisseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire de remboursement du capital. Si le produit a fait moins 80%, enfin si l'indice a fait moins 80%, l'investisseur aura aussi fait moins 80%. Et pire, en fait, le capital aura été bloqué pendant 10 ans. Donc, c'est quand même
hyper embêtant. Donc est-ce que vous avez besoin de faire des produits structurés? C'est une question qu'on se pose beaucoup sur la communauté. Je suis allé voir pour avoir l'avis, pour voir ce qui se disait. C'est vrai que c'est un produit qui est donc intéressant, vous l'avez vu, il y a des caractéristiques. Alors déjà, si ça vous donne mal à la tête, ne faites pas de produits structurés parce que vous n'avez pas besoin. Si vous avez envie d'explorer, ça peut être intéressant, mais il y a des risques. Il faut savoir que si vous avez par exemple un produit structuré sur une action particulière, prenons un exemple au hasard, on a un produit structuré qui dépendait du sous-jacent Orpea. Qu'est-ce qui s'est passé sur Orpea? Voilà, je vous le donne dans le mille, on est à moins 96%. Donc si vous avez souscrit à un produit structuré ici, avec exactement les caractéristiques de notre produit structuré, à savoir autocall, protection du capital à 50%, avec l'histoire, avec le capital garanti entre moins 20 et moins 50, eh ben, on est quand même à moins 96%. Parce qu'on est largement en dessous. Donc une fois qu'on a chuté fortement, c'est très dur de remonter. Et donc on peut se retrouver bloqué pendant 10 ans. Et là, c'est vraiment l'enfer. Et donc, je peux vous le dire, il y a des gens qui sont actuellement bloqués dans des produits structurés liés à des actions comme Orpea ou plein d'autres ou des indices qui sont tout pourris. Et forcément, là, c'est très difficile. Effectivement, là, dans ton cas, si je regarde l'ISIN, j'ai l'impression... Alors, l'information sur les produits structurés est assez mauvaise. Quel a été le prix de constatation initiale? D'ailleurs, on peut regarder, tout simplement. On va regarder l'indice de référence, notre fameux S&P transatlantique, etc. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous voyez là, il y a la petite notion Select 50 Point Decrement Index. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la performance est dégradée de 50 points de base ou 0,5%. Donc en fait, c'est encore plus défavorable pour l'investisseur. On va regarder la performance de notre fameux indice et donc on voit ici pour notre produit, le prix il a été constaté en mars 2023, le 23 mars, donc on était à 911. On était 911 et donc actuellement on est à 959, sachant que nous, on a un produit dans lequel... non, on a exactement celui-là, on a le 50 Point Decrement Index. Donc là, a priori, si ça continue, en fait, tu vas être appelé. Tu vas être appelé tout de suite et donc tu vas prendre tes 9%, effectivement. Donc c'est le meilleur scénario, mais tu vois que là, ça avait quand même bien baissé. Là, on aurait été typiquement dans le scénario assez favorable aussi. Mais bon, ça, c'est le scénario à l'échéance. En tout cas, là, c'est un autocall, donc tu vas être appelé. Et c'est plutôt cool. Mais attention, pour moi, c'est un produit qui reste risqué et à manier avec beaucoup d'attention. Il faut savoir qu'il y a des frais de souscription sur ces produits-là. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens, notamment des conseils, aiment bien les vendre. Donc ici, si on regarde, on voit que c'est 1%, mais en fait, je pense que c'est plus. Les produits structurés en général, c'est plutôt entre 4 et 10% d'upfront, c'est-à-dire que le conseil qui vous le vend va prendre 10% tout de suite. Donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à beaucoup pousser ces produits. Si on passe à l'immobilier, on voit que tu as 4 600 €. Tout à l'heure, je me demandais d'où venait ce fameux cash flow. Et donc, on voit que tu as une SCPI qui est Remake Live. Je pense qu'on n'en avait jamais parlé plus en détail que ça. Alors, on voit que Remake Live, elle a un rendement de 7,65 par an. Et je pense que c'est la meilleure SCPI du marché l'année dernière. On va quand même vérifier. Mais donc, on voit, nous, on le dit ici, on calcule qu'elle est au-dessus. Alors, on n'affiche pas les données ici dans le mode partage, mais on voit qu'elle est au-dessus. Et donc, on voit aussi qu'elle verse un coupon mensuel. Ça, c'est quand même très sympa. Donc, toi, tu touches 25 € tous les mois grâce à Remake Live. On voit que c'est une SCPI qui est aussi assez diversifiée. Il y a du bureau, il y a du commerce. Alors ça va principalement être la France quand même, je pense. Non, je dis n'importe quoi. Il y a de l'Espagne, il y a de l'Irlande. Donc on est plutôt diversifié géographiquement en termes de secteur et en termes de segments. C'est cyclique, forcément, c'est de l'IMO. Mais en tout cas, c'est intéressant. Alors, il y a des frais élevés. Pourquoi? Parce que forcément, c'est des frais qui sont prélevés sur le dividende. Donc, c'est les frais de gestion concrètement. Mais en tout cas, Remake Live cartonne assez fort. Et donc, si on regarde le classement des meilleurs SCPI, on voit que Remake Live est numéro 1, 7,64, devant Hirokozen d'ailleurs, que j'avais aussi reçu en Finarito, que je vais vous mettre le lien juste ici. Donc top performance. Après, elles ont quand même un avantage, c'est qu'elles sont jeunes. Du coup, le parc est en train d'être constitué. C'est beaucoup plus dur de garder cette performance sur le très long terme. Quorum Origin est beaucoup plus ancien. Donc ça peut être intéressant. De toute façon, en général, les SCPI, c'est un véhicule intéressant, mais lorsqu'on diversifie. Donc même si vous voulez vous adorer Remake, faites aussi d'autres SCPI pour bien diversifier et aller vous exposer à différents secteurs. D'ailleurs, assez intéressant sur Finari, vous pouvez voir les CPI les plus populaires. Vous allez dans les insights et ici on voit que les CPI les plus populaires, vous avez aussi les actions, les cryptos, etc. Je vous montre le top 3, c'est cadeau, les top 4. Vous avez Primovi qui est une SCPI santé. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que les SCPI sectorielles c'est très dangereux parce que quand le secteur se retourne on est vraiment bloqué. En tout cas c'est le cas de Primovi. Il y a Pierreval Santé aussi, c'est un peu la même histoire.
Derrière, Épargne Pierre et derrière Quorum Origin. Remake Live est un peu plus bas dans le classement, mais c'est normal, elle vient de sortir. En tout cas, c'est assez récent comme produit. Du coup, pour revenir à ta question, est-ce que ta stratégie est bonne? Alors oui, il y a des très belles choses dans ta stratégie, franchement, mais il y a aussi des choses un peu plus questionnables. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire autant de produits structurés? J'ai quand même un peu mes doutes, je suis pas sûr. D'ailleurs, demande les frais que prend ton conseil sur tes produits structurés et demande-lui aussi des exemples de clients qui ont pris la perte, donc où la barrière de protection n'a pas suffi, parce que ce serait quand même intéressant. Donc regarde du côté des produits structurés, le DCA sur le PEA c'est une très bonne idée, le DCA sur l'assurance vie c'est une très bonne idée. Par contre, les fonds actifs, il faut arbitrer là. Je pense que tu es peut-être en gestion pilotée, mais en tout cas, je te recommanderais d'arbitrer. Le matelas de sécurité, il semble un peu léger au vu de ton train de vie, surtout que tu es indépendant. Donc peut-être le renforcer un petit peu. On n'a pas regardé les livrets, on va regarder rapidement, mais on voit que tu en as beaucoup. Alors on voit pas le nom, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a 8 000 € sur le LEP. Bon, j'imagine que oui quand même, mais peut-être un peu plus blindé ce LEP pour être vraiment plat du pied sécurité et bien parti. Sinon le reste, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas regardé la crypto. Bon, ce que je pourrais te reprocher, c'est de ne pas investir sur Finari, mais bon, ça serait pas très fair-play. Si vous voulez investir sur Finari, je vous mets le lien ici, mais franchement, vous investissez où vous voulez. Si vous investissez des grosses sommes, je vous recommande quand même d'avoir un ledger et de retirer vos cryptos sur votre ledger. Mais là, tu es sur une allocation vraiment classique, Ethereum, Bitcoin, donc pas grand-chose à dire. Bravo pour ton patrimoine, franchement, c'est très bien parti. Est-ce que tu vas réussir à générer des revenus passifs? Bah oui, tu le fais déjà avec les SCPI. Maintenant, encore une fois, avec les dividendes, je me pose toujours cette question, est-ce que tu veux payer des impôts maintenant? Dans ce cas-là, bah oui, fais-toi distribuer les dividendes sur tes ETF. Si tu veux pas, si tu veux plutôt baisser ton taux d'imposition ou ne pas l'augmenter, prends des ETF capitalisants et fais jouer les intérêts composés pour prévoir des jours très beaux pour ta retraite. Voilà, bravo pour ton parcours, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description, je fais une analyse comme celle-ci tous les dimanches. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut!